Quand c'est bon, c'est bon. Le président Ibrahim Traoré dresse un message aux femmes ce 8 mars 2026. Regardons la vidéo. Dame Élise et Martine, accompagnées de leurs consoeurs, renvoient l'ascenseur à leur bienfaiteur. Les voici dans la cour du palais présidentiel, les têtes chargées de paniers débordant des produits de leur labeur. Cette matinée est inédite pour elles. Tapis rouge et salle d'audience officielle. On s'installe confortablement et le maître des lieux ne se fait pas attendre. Ça sent les retrouvailles. Comment vous allez, présidente? Ça va bien? Ça va. Ah, bébé dort aussi. Madame, bonjour. Le président du Faso et ses proches collaborateurs prennent les nouvelles du village et elles sont bonnes. Les visiteuses, quant à elles, ont une seule expression sur les lèvres, le devoir de gratitude. Un témoignage vivant qui justifie à souhait la vision de l'émancipation de la femme portée par le leader de la révolution progressiste populaire au Burkina Faso. Une vision qui enchante et dont l'impact est visible et concret. Je me souviens que c'est à l'occasion du 8 mars l'année passée que nous avons mis pied sur ce périmètre de Zongo, qui nous a permis de voir la pénibilité, la souffrance des femmes qui exploitaient le périmètre en termes de sécurisation de leur production, en termes d'eau, de matériel agricole et d'intrants, ce qui nous a amené donc à prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles aient ces espaces aménagés et que aujourd'hui la production soit une réalité. Je suis très content de voir qu'elles sont heureuses d'avoir pu produire à temps plein. Ce n'est pas uniquement la saison, et n'importe quelle saison elles produisent. Voilà que le maïs, en mois de mars aujourd'hui, du maïs frais qu'elle arrive à produire et tout ce qui est légumes. Et c'est ce que nous souhaitions. Et voilà, à travers ça, elles se sont émancipées. C'est ça l'émancipation, contrairement à ce que les impérialistes avaient voulu nous faire comprendre sur l'émancipation de la femme telle qu'eux le conçoivent. Nous, notre émancipation est là. Elles ont envie de travailler, elles ont envie de s'exprimer, elles ont envie d'être autonomes. Et nous leur donnons l'espace pour s'exprimer pour cela. Et c'est ça l'émancipation, c'est ça l'autonomie. Vous voyez que les choses ont changé. Il n'y a plus de djandjoba, il n'y a plus de fête, il n'y a plus de... C'est pas ça l'émancipation de la femme. Donc il y a ce switch-là qu'il faut pouvoir faire à tous les niveaux. Nous voulons accompagner les femmes, l'autonomisation de la femme. Ce ne sont pas juste des paroles. Ça doit être de la pratique et c'est ça comme ça. Elles produisent, elles peuvent vendre et elles peuvent s'en sortir. Dis-moi, yam sans cause, son combat, la foot n'ingalaim date, boum fin, dis-moi. École nama, fout, il y a ton date. Donc, on y est pour un barca. Et à la fin, Inch'Allah, toutes les femmes du Burkina Faso, on fera tout pour que celles qui veulent produire puissent produire. Le président du Faso confirme à ses visiteuses que l'expérience avec elle a été concluante et a fait école. Plusieurs autres coopératives et groupements de femmes ont reçu des périmètres irrigués et aménagés, du même standing dans d'autres localités. Le chef de l'État compte étendre l'initiative à toutes les provinces du pays. C'est avec cet autre motif de fierté d'avoir été les pionniers de cette initiative que les femmes du village de Zongo, dans la commune rurale de Lumbila, prennent congé de leur hôte, non sans se faire le plaisir de poser pour la postérité au perron du palais présidentiel aux côtés du capitaine Ibrahim Traoré. L'empire des esclaves, selon eux, c'est l'Afrique et certains peuples d'Amérique du Sud. Dans leur tête, comme je le disais dernièrement, l'Afrique les appartient, nos terres les appartiennent, les richesses de l'Afrique sont pour eux. Et ils ne peuvent pas concevoir que des Africains puissent s'émanciper, sortir la tête de l'eau et vouloir donc les tenir tête. Et pour cela,
ils se sont mis un cliché en tête. L'Africain est facile à manipuler, il n'est qu'émotion. Ils trouveront toujours un Africain pour lutter contre son frère. Et ça a toujours été comme ça. Par la communication, ils vous ont amené à détester votre propre couleur de peau. Dans nos cultures et dans beaucoup de cultures au Burkina Faso ici, le deuil était symbolisé par la couleur bleue. Lorsqu'une femme perd son mari, elle portait donc des tenues de couleur bleue pour faire son deuil pendant un temps donné. Ce sont eux qui sont venus vous dire que le noir symbolise le deuil, le diable, la médiocrité, tout ce qui est mauvais. Et malheureusement, nous avons tellement avalé ça que lorsque nous sommes en deuil, nous nous mettons également en noir. Il faut que nous nous réveillons. Il faut que nous nous réveillons parce que voilà le cliché qu'ils ont en tête. Eux, ils sont l'empire du bien, d'autres sont l'empire du mal, et nous, nous sommes l'empire des esclaves. Voilà comment les impérialistes voient le monde. Il faut que vous compreniez cela. Et là, je m'en vais faire un coup de gueule à l'endroit donc de certains intellectuels qui continuent de vouloir prêcher pour les impérialistes. Est-ce qu'ils ignorent cette partie de l'histoire? Je n'invente rien. Ça a été déclassifié, vous trouverez tout ce que j'ai dit dans les bibliothèques ou partout sur les moteurs de recherche. Ces intellectuels n'ont-ils pas lu cela? Ne connaissent-ils pas l'histoire de ce monde? C'est peut-être par malhonnêteté ou quelques billets de dollars qui les amènent à toujours prêcher pour les impérialistes. Il faut que nos intellectuels arrivent à tout moment à prêcher pour conscientiser nos peuples, nos masses populaires, pour qu'ils comprennent d'où ils viennent et comment ils sont vus des impérialistes. Prenons l'histoire de quelques guerres. Vous avez suivi la guerre d'Irak. Un gros mensonge qui a été inventé, soi-disant de possession d'armes de destruction massive. Certains sénateurs, au niveau des États-Unis, ont tout fait pour avoir les preuves. Ils ne l'ont pas eu. Souvenez-vous que plusieurs personnes ont démissionné de la CIA après cette guerre. Des preuves ont été inventées de toutes parts. Des services secrets occidentaux les ont aidés à fabriquer des preuves. Et on se souvient que le même Niger a été accusé en son temps en montant une fausse convention, un faux contrat de vente d'uranium à l'Irak. C'est le même processus qu'ils ont voulu amener la dernière fois pour soi-disant que le Niger vend de l'uranium clandestinement à l'Iran. C'est déjà vu. Ils ont prétexté cela, ils n'ont pas eu de preuves. Même les Nations Unies ont trouvé finalement qu'il n'y avait pas de preuves tangibles de présence d'armes de destruction massive. Mais ils avaient leur objectif, il fallait détruire l'Irak. Ils ont détruit l'Irak. Ils ont créé l'État islamique. Tout comme ils ont créé les talibans dans les années 80. Les armer, les équiper. Et après, ils prétendent venir les combattre. Comprenez le jeu. Ça n'a que trop duré. Il faut qu'on se réveille et qu'on comprenne tout ça et que nous prenions conscience de notre situation et nous battre pour notre avenir. Que disent les pays de l'AES concernant la situation qui prévaut en Iran? Voici la question que beaucoup se posent. Est-ce que les pays de l'AES peuvent faire confiance à la Russie et également à la Chine? Parce que l'Iran est un partenaire de la Chine et de la Russie. Frères et sœurs, avant de répondre à cette question, on va d'abord planter le décor. En Iran, en 1941, Pahlavi, qui deviendra le Shah d'Iran, a pris les rênes du pouvoir. En 1953, la révolte a commencé et s'accentuer. Le Shah d'Iran a fui pour l'Angleterre. De l'Angleterre, il revient en Iran, grâce à l'aide de qui? De la CIA, les États-Unis. Il devient un partenaire incontournable des États-Unis. Le président Jimmy Carter, à l'époque président des États-Unis, va se rendre en Iran et va féliciter le Shah d'Iran, qui était devenu un autocrate, un dictateur et un sanguinaire, qui réprimait dans le sang toute dissidente, toute opposition. Jimmy Carter, le président américain, va me dire que
l'Iran est un îlot de paix et de stabilité. Le Shah d'Iran décide de développer son pays, mais tout en muselant le peuple. Et le peuple était tellement oppressé, une police politique qui enlevait, qui enlevait les opposants iraniens. Un jour, il y a eu une révolte qui a été matée dans le sang. Près de 130 Iraniens ont perdu la vie. Le Shah d'Iran était devenu un autocrate sanguinaire et qui réprimait toutes les voix dissidentes, et, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, la révolution a trouvé une figure, l'Ayatollah Khomeini. L'Ayatollah Khomeini qui s'opposait au Shah d'Iran a été drogué et déposé en Irak. Parce que n'oubliez pas que l'Iran et l'Irak font frontière. Et pendant ce temps, les États-Unis soutenaient le Shah d'Iran, qui était le roi. Voilà. Parce que la famille du Shah d'Iran a dirigé pendant près de 2500 ans l'Iran. C'est important. L'Empire perse. Et donc, on va continuer. Frères et sœurs, l'Ayatollah Khomeini est drogué et jeté en Irak par le régime du Shah d'Iran. Et malgré ça, la révolution continue toujours. Le pays était en ébullition. La contestation montait et le Shah d'Iran n'arrivait pas à contrôler la situation. La pression était très forte. Le Shah d'Iran a demandé à ce que l'on puisse éloigner de l'Iran l'Ayatollah Khomeini. L'Ayatollah Khomeini, c'était en 1964. Il a quitté l'Irak et il a trouvé refuge où? En France. La France a donné refuge à l'Ayatollah Khomeini. Des policiers français, des gendarmes français suivaient même H24 la résidence de l'Ayatollah Khomeini. Depuis le territoire français, il continuait toujours la résistance, la révolte contre le régime du Shah d'Iran. Frères et sœurs, il enregistrait des audios, des messages sur des cassettes à l'époque pour faire parvenir à son peuple et pour leur demander d'amplifier la contestation et de chasser les Shah d'Iran du pouvoir. Il a même envoyé des messages à l'armée iranienne pour ne pas qu'elle puisse obéir aux ordres uniques du Shah d'Iran qui est en train d'oppresser le peuple iranien. Le Shah d'Iran, acculé, parce que abandonné par les États-Unis, parce que unilatéralement, il a augmenté le prix du pétrole. Les États-Unis ont trouvé que c'était la ligne rouge à ne pas franchir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné leur partenaire, le Shah d'Iran, qu'ils soutenaient Urbi et Orbi, ne pas dire aveuglement. Le Shah d'Iran était obligé de fuir l'Iran pour se réfugier en Égypte. L'Égypte qui a ouvert ses portes au Shah d'Iran, à l'époque c'était le président Sadat, qui fut assassiné plus tard. Le président Sadat a accueilli le Shah d'Iran. Le président Jimmy Carter a dit que le Shah d'Iran a choisi volontairement de se réfugier, d'aller en Égypte où il doit subir une opération chirurgicale, alors que c'était un exil doré. Alors, en janvier 1979, précisément, c'est là que le Shah d'Iran a rejoint l'Égypte. Pendant ce temps, dans un avion Air France, un Boeing 747, l'Ayatollah Khomeini, qui était réfugié en France, rentre en grande pompe devant tous les médias internationaux et accueilli par des millions d'Iraniens à l'aéroport de Téhéran. Il avait promis la démocratie, et moderniser l'Iran. Mais les choses n'ont pas tourné comme les Occidentaux le voulaient. Et plus tard, l'Ayatollah Khomeini s'est retourné contre qui? Contre les Occidentaux. Ce qui n'a pas du tout plu aux Occidentaux. Ils ont activé maintenant son voisin irakien qui était dirigé à l'époque, l'Irak, par Saddam Hussein. Et Saddam Hussein, sous des prétextes fallacieux de conflits de territoires, Saddam Hussein décide de rentrer en guerre contre l'Iran. Et cette guerre était soutenue par la communauté, les Occidentaux, qui voulaient balayer le régime iranien qui a trahi ses promesses. Saddam Hussein ne va pas atteindre son objectif. Et vous savez comment Saddam Hussein a fini plus tard. Il a été pendu après l'intervention des États-Unis sous George Bush en Irak. Les ayatollahs ont décidé de se braquer contre ceux-là même qui les ont aidés hier. Donc, l'histoire que je vous explique là actuellement, sur l'avènement du Shah d'Iran en 1941 au pouvoir, sans oublier les ayatollahs en 1979, vous allez voir qu'il y a une similitude. Au début,
le régime du Shah d'Iran était soutenu par la communauté internationale, par les États-Unis. Également, vous avez vu comment les ayatollahs sont rentrés en grande pompe. L'ayatollah Khomeini est rentré en grande pompe en Téhéran. Après avoir dit ça, aujourd'hui, les pays de l'AES, pour répondre à la question, vous avez vu que c'est une guerre d'intérêt. Ils font des régimes et puis les défendent. Et donc, dès l'instant, les intérêts sont mis à mal, ils vont trouver des prétextes fallacieux pour intervenir. On a vu l'intervention qui a eu lieu en Irak. Colin Powell, depuis le Conseil de sécurité de l'ONU, a présenté un flacon. Et dans ce flacon, c'était un flacon comme ça, un flacon de ce type-là. Il a présenté un flacon et il a dit que ce flacon contenait de l'anthrax, de l'uranium enrichi, et que l'Irak veut se doter de l'arme atomique, alors que c'était faux. La France, à l'époque de Jacques Chirac, a refusé de suivre, c'était en 2003, a refusé de suivre les États-Unis de George Bush afin de ne pas soutenir cette intervention contre l'Irak. Mais rien n'y fit. Les États-Unis sont intervenus. Il n'y a eu aucune arme de destruction massive n'a été trouvée en Irak. Saddam Hussein a été arrêté, il a été pendu. Mais Saddam Hussein ne faisait plus leur affaire. On a vu le cas avec la Libye. Frères et sœurs, les pays de l'AES, pour répondre à la question que certains se posent, n'ont pas demandé à ce que l'Iran vienne les soutenir, vienne les protéger. Les pays de l'AES n'ont pas demandé également que la Russie vienne les protéger ou vienne faire leur guerre à leur place. Les pays de l'AES n'ont pas demandé que la Chine vienne faire leur guerre à leur place. Personne de ces pays que je viens de citer ne viendra faire la guerre pour les Burkinabés, pour les Nigériens ou pour les Maliens. Cette question même n'a pas lieu d'être posée. Oui, parce que j'entends parler certains individus que est-ce qu'on peut faire confiance à la Russie, à la Chine, et parce que aujourd'hui, les partenaires, l'Iran est attaqué et ils sont taiseux. Et le Venezuela a été attaqué, ils sont taiseux. Frères et sœurs, ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est une affaire d'intérêt. Et les intérêts qui se jouent, ce qui se joue aujourd'hui, c'est les intérêts des États-Unis. Vous avez vu, Donald Trump a été très clair, qu'ils sont intervenus au Venezuela pour le pétrole. Il a été très clair. Ils ont accusé Maduro d'être le chef d'un gang de narcotrafiquants, mais plus tard, le nom même de ce gang-là, c'était un nom inventé. Alors, les pays de l'AES, pour être concret, n'ont pas demandé d'avoir un protecteur. Ce n'est pas ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé le respect strict de leur souveraineté. Ils ont dit qu'ils veulent un rapport gagnant-gagnant, des relations gagnant-gagnant. Donc, ils n'ont pas quitté un maître pour un autre maître. Les pays de l'AES ne comptent pas sur la Russie. Les pays de l'AES ne comptent pas sur la Chine. Ils comptent d'abord sur eux-mêmes. Parce que la charité bien donnée commence par soi-même. Donc, la réponse à la question posée, c'est que les pays de l'AES ne sont pas en quête à la recherche d'un père protecteur. Non, eux-mêmes, ils sont déjà grands, ils sont déjà libres, ils sont déjà souverains pour se protéger. À bon entendeur, salut.